Alors, je propose de commencer un peu cette intervention sur se poser une question importante pour savoir si la zone euro sort de la crise. Alors, je tiens à préciser que l'Union européenne, il y a deux Unions européennes, l'Union européenne a 28, puis il y a une zone euro qui possède une monnaie commune à 18. Donc je vais principalement m'intéresser sur, axer mon exposé sur la zone euro. Et à l'intérieur de la zone euro, je parlerai de la France. Mais évidemment, j'évoquerai les autres pays de l'Union européenne, et évidemment, j'évoquerai aussi la situation aux États-Unis, la situation en Chine. Puisque dans la mondialisation, nos économies sont très interdépendantes. Mais je me consacrerai principalement à la zone euro. Je voudrais, pour lancer la discussion, faire une remarque un peu historique, que depuis à peu près 1973, c'est-à-dire la fin du système monétaire du taux de change fixe, il y a une crise majeure à peu près tous les 10 ans. Et si on regarde dans les années 80, on arrive à une fréquence à peu près tous les 5 à 6 ans. Alors rappelez-vous, on avait la crise mexicaine en 79, après en 87 on a un krach boursier à Wall Street. Aux États-Unis en 90, c'est la faillite des caisses d'épargne. 900 milliards de dollars partis fumés. En 93 en Europe, on va avoir une crise majeure des devises européennes. C'est pour ça, du reste, que les Européens vont accélérer la création de l'euro. On va avoir la crise argentine, 98. On va avoir en 2000 l'éclatement de la bulle Internet. Et 2007, on a les subprimes. Donc, si vous voulez, nous sommes rentrés, ça je crois que c'est une donnée très importante dans l'économie, dans une ère d'instabilité. Et ça remet en cause, on va dire, un peu ce qu'on lit dans les livres d'économie, c'est-à-dire qu'il y a une période de forte stabilité, crise, et de nouveau une stabilité que court de cycle d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, l'instabilité fait partie des systèmes économiques. Donc quand on parle, est-ce que nous sommes sortis de la crise, ça veut dire quand arrivera la prochaine. C'est ça. Or, la prochaine se profile. Il y a une banque portugaise qui a fait faillite vendredi. Il y a la montée de bulles spéculatives sur le marché obligataire. Donc on est dans ces éléments tout à fait d'incertitude. Alors, quand un pays sort de la crise, logiquement, il va regagner de la croissance. Alors c'est ce que les économistes appellent la courbe en V, c'est-à-dire qu'il y a une chute de l'activité, de la croissance, et puis après ça repart, et puis après on va avoir des cycles qui sont les courbes en W. Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est-à-dire qu'on a une chute, et puis on a une courbe en L, un peu ce qu'a connu le Japon en 1990, c'est-à-dire une longue période de stagnation. Le Japon vient à peine de sortir à peu près de 25 ans de stagnation économique. Et effectivement, on est ici, lorsque on a cette donnée, on est ici dans ce qu'on appelle un risque déflationniste. Alors si on regarde la situation de l'Europe, on n'est pas tout à fait dans ce cas de figure, mais on serait plutôt dans ce cas de figure. C'est-à-dire dans une reprise faible, on sort de la récession, ça fait 2 trimestres de suite où la croissance était positive, on a un tout petit 1%, mais quand on fait une projection dans les 3 ans à venir, on arrivera autour de 1,7, 1,8, et encore, ce n'est qu'une prévision. Et donc un certain nombre d'économistes considèrent que nous allons vivre peut-être un scénario à la japonaise. Donc toute la politique européenne, c'est d'éviter ce scénario catastrophique, puisque ça va se traduire par effectivement une baisse de la valeur des actifs, c'est-à-dire immobilier, actions, obligations, et surtout par un taux de chômage qui ne va cesser d'augmenter. Alors c'est là où les Européens se réfléchissent, se posent un certain nombre de questions, et il y a en gros 3 problématiques qui apparaissent. La première, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir des politiques d'austérité qui ont été mises en place à partir de 2010? Et donc, l'alternative qu'aujourd'hui les Européens sur laquelle ils essayent de travailler, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas ralentir
ce qu'on appelle la consolidation budgétaire pour relancer l'économie, un peu à l'instar de ce qu'ont fait les États-Unis et de ce que fait le Japon. Débat. Deuxième débat, une économie moderne doit avoir ce qu'on appelle un pilote dans l'avion. Or, l'Europe n'avait pas de pilote. L'Europe commence à avoir un pilote, c'est la Banque Centrale Européenne, avec une intégration plus grande des politiques européennes. Donc la question que les Européens se posent, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer la dimension fédérale du pouvoir économique, ça la fédération politique, ça c'est un autre dossier, avoir une vraie politique commune de budget, de fiscalité, ou est-ce que l'Europe est condamnée à ce qu'on appelle la politique des petits pas, des compromis, parce qu'il n'y a pas de consensus en Europe sur le budget, la fiscalité. Mais peut-être que les circonstances aujourd'hui vont imposer aux Européens en fait de faire le saut. Alors Angela Merkel aimerait bien réformer les traités, c'est-à-dire négocier des traités. Les Français s'y opposent. Il y a une discussion, mais peut-être que sous le poids des circonstances, on arrivera peut-être à renforcer la dimension fédérale du pouvoir économique en Europe. Et il y va sans aucun doute de la survie de l'Europe. Troisième question, troisième débat. L'Europe, en fait, a deux périodes. Il y a une première période qui va du traité de Rome jusqu'au l'acte unique de 1985, qui est une période, on va dire, assez protectionniste de l'Europe. On fait un marché commun, on a des politiques communes. Et à partir des années 80, l'Europe prend une orientation libérale. Et en fait, cette orientation libérale n'a jamais vraiment été débattue en Europe. Et là aussi, il y a une question qui se pose, est-ce qu'il ne faudrait pas rediscuter les orientations très libérales de l'Europe, et ce, notamment à l'occasion de la négociation du traité transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis sur le traité de libre-échange. Et donc il y a un certain nombre de voix en Europe qui préconisent que peut-être l'orientation libérale de l'Europe a fait plus, on va dire, de victimes en fait que de vainqueurs, plus de vaincus que de vainqueurs. Et donc il y a un débat qui s'amorce aujourd'hui en Europe sur le retour de l'État et le retour de la politique industrielle. Voilà. Voilà un peu les questions, si vous voulez, autour de laquelle les Européens tournent dans cette période de, on va dire, de retour d'une faible croissance. Et donc toute la problématique, c'est comment regagner la croissance, à la fois par une impulsion économique, par une réforme des institutions, et peut-être par une réforme de ce qu'on appelle le logiciel économique de l'Europe, c'est-à-dire d'une réflexion sur un modèle peut-être moins libéral. Là, je lisais dans la presse ce matin que les Anglais sont assez insatisfaits. Cameron a changé son gouvernement. Les Anglais sont très insatisfaits de l'orientation très libérale de l'économie britannique, même si elle a un taux de croissance à 2. Voilà. Donc il y a toute une série de débats. Les élections européennes montrent en fait que cette Europe a perdu une part de son consensus. Alors, ce que je vous propose pour y voir un petit peu plus clair, c'est de faire un peu un état des lieux. Et donc, je diviserai mon propos en 4 parties. Et d'abord, un état des lieux. Alors, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, hein, parce que ça serait très fastidieux, mais peut-être s'intéresser sur quelques données. Ensuite, nous verrons ce qui a été réalisé. Et la grande réalisation de l'Europe, c'est qu'on a sauvé l'euro. Voilà. Ça, c'est un atout. Et en sauvant l'euro, on a donné à l'Europe une cohérence. Mais le danger auquel fait face l'Europe, c'est la déflation. Donc nous allons voir le danger déflationniste. Et nous terminons effectivement par, on essaiera de répondre un peu à ces questions et voir quelles sont les perspectives possibles. Et dans le cours, j'évoquerai évidemment la situation française, mais la situation française, elle est directement liée évidemment à la politique de la zone euro et notamment à l'orientation notamment au problème de la déflation dans la zone euro. Alors tout d'abord, on va regarder quelques données quantitatives et je voudrais commencer par évoquer avec vous quelques chiffres importants. Voilà, c'est-à-dire que quand vous lisez la presse économique, qu'est-ce qu'il faut regarder comme chiffres? Alors, ce sont des chiffres, on va dire, assez communs. Alors tout d'abord, en Europe, il faut un taux de croissance de 1,5% pour créer de l'emploi. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est une donnée qui est absolue.
si on veut créer un emploi, il faut que la croissance en Europe, et dans la zone euro en particulier, soit de 1,5. Alors il y a de très grandes situations hétérogènes. L'Allemagne crée de l'emploi à 1%. Nous, il faut 1,5%. Les Espagnols recréent de l'emploi alors qu'ils sont quasiment en récession. Donc si vous voulez, tout dépend du coût du travail, tout va dépendre effectivement de la compétitivité emploi. Mais globalement en Europe, il faut 1,5%. Aux États-Unis, c'est à peu près 1,2%. Donc vous faites le calcul, les États-Unis sont à 2% de croissance. Ils ont créé le mois dernier 288 000 emplois. Donc à partir du moment où les États-Unis dépassent 1,2, en fait la machine américaine se remet à créer de l'emploi. Puisque le taux de chômage aux États-Unis c'est 6,1%. Les Allemands sont à 2%. Donc les Allemands sont quasiment en plein emploi. Le taux de chômage en Allemagne c'est 5,3%. Voilà. Autant dire qu'ils sont au quasi plein emploi. Voilà. Donc ça c'est une donnée, vous voyez, qui est très importante. C'est le taux de croissance 1,5. En dessous, en fait, vous ne créez pas d'emploi. Alors si on prend les chiffres de la zone euro, aujourd'hui la zone euro c'est 1% de croissance, donc on ne crée pas d'emploi. Et le taux de chômage dans la zone euro, il est de 11,8%. 11,8%, c'est tout à fait considérable. Alors, je ne vais pas revenir sur les chiffres, hein, 27% de chômage au Portugal, en Grèce, hein, on est dans des chiffres aussi extrêmement importants en Espagne, au Portugal, mais donc on a, vous voyez, une donnée très importante, d'où la nécessité de recréer de la croissance, sinon on va vers des taux de chômage absolument stratosphériques. Deuxième élément, deuxième chiffre à regarder, vous voyez, dans cet état des lieux, c'est toujours dans le taux de croissance, il faut à peu près 2,5% pour qu'on commence à rembourser nos dettes. Voilà. Alors le calcul et il faut entre 2,5 et à peu près 3 pour qu'on rembourse non seulement nos dettes, mais qu'on réduise de manière assez forte le déficit budgétaire. Donc autant dire que nous en sommes loin. Alors, si nous regardons dans les pays de la zone euro, on commence à réduire l'endettement de la zone euro. Alors je reviendrai sur l'importance de la dette dans la zone euro. Je rappelle, si vous voulez, en économie, une dette n'est pas forcément quelque chose de négatif. Une dette, c'est un actif, et c'est un actif sûr. Donc quand vous lisez dans la presse qu'un pays, que le montant des dettes est très élevé, il faut relativiser l'importance. Pourquoi? Parce que la dette d'un État souverain, jusqu'à la Grèce, est une dette qui est forcément remboursée, puisqu'un État ne peut pas faire faillite. Jusqu'à la crise grecque dans la zone euro. Ça va être un autre problème. Mais la dette, c'est un actif. Et c'est un actif qui, à partir de 1970, s'est peu à peu substitué alors comme actif sûr de référence. Donc, quand vous avez dans votre portefeuille un portefeuille d'assurance vie, vous avez forcément de la dette d'État et de la dette souveraine. Et c'est ça qui va garantir, en fait, la pérennité de votre portefeuille. Donc, les dettes sont nécessaires. Deuxième élément, la dette procure un revenu, un taux d'intérêt. Donc, la dette est rémunérée. Et c'est là, quand vous regardez la dette, qu'il faut faire la distinction entre le montant de la dette et le taux d'intérêt auquel la dette a été contractée. Voilà. Donc quand vous lisez qu'un pays est endetté à 90%, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut regarder quel est le coût de cette dette. Si c'est endetté à 1%, ce n'est pas bien grave. Mais si c'est endetté à 4 à 5%, là, ça commence à devenir problématique. Et troisième élément, les dettes sont des éléments absolument nécessaires. Et c'est là, sans aller trop loin dans l'histoire économique, que le montant des dettes a commencé à s'accumuler au tournant des années 70. Pourquoi? Parce que les économies occidentales se sont reconverties massivement dans des entreprises, dans des activités qui consommaient moins d'énergie fossile. Il ne faut pas oublier que la crise pétrolière a accéléré la reconversion des économies. Et c'est là où les États-Unis ont pris une avance fulgurante,
c'est qu'ils ont compris avant tout le monde que l'avenir était dans les technologies de l'information. Ce qui fait que dès le milieu des années 70, les États-Unis vont reconvertir une partie de leur appareil productif vers les technologies de l'information et vers l'énergie renouvelable et surtout vers les biotechnologies. Et c'est en 1976 que Jimmy Carter va défiscaliser l'investissement dans les start-up. Et qui est une mesure extrêmement importante, puisque si vous investissez dans une entreprise qu'on appelle une start-up, que votre investissement dure 5 ans, au bout de 5 ans, si la start-up a réussi, vous revendez votre investissement sans payer d'impôt sur les plus-values. Voilà. Ça, c'était une mesure extrêmement importante qui a donné naissance aux géants de l'informatique que vous connaissez. Et en même temps, ça a amené une économie de la dette, une économie de l'endettement, c'est-à-dire que la dette a été un levier pour créer des entreprises, les restructurer et effectivement financer ces investissements. En France, on s'est endetté, mais pour construire des centrales nucléaires. Alors moi je ne sais pas, après c'est un autre problème, mais en fait la France va lourdement s'endetter pour faire, on va dire, la même politique, c'est-à-dire une politique de reconversion, mais effectivement dans la construction de centrales nucléaires. Et cette dette, elle n'a pas été financée par un emprunt d'État. Et c'est ça le grand mécanisme, c'est-à-dire que les États ont levé leurs fonds sur les marchés internationaux de capitaux. Parce que les pétrodollars ont créé une liquidité abondante qui s'est placée. Ce qui fait que les États ne se financent pas auprès de leur population, sauf le Japon. Donc il n'y a plus d'emprunt Giscard ou d'emprunt Pinet, parce qu'il faut donner une carotte fiscale, ça coûte trop cher. Mais les États lèvent tous les jours, émettent de la dette, c'est-à-dire des obligations, et se financent sur les marchés internationaux de capitaux. Et ça, ça commence dans les années 70. Ce qui fait que la dette va être à l'origine, va accélérer le processus de création monétaire. Alors, je ne vais pas être trop technique, mais quand vous avez une dette, que vous portez cette dette auprès de votre banque, on en donne une contrepartie monétaire. Donc la dette crée de la monnaie. Ce qui fait que lorsque vous voulez créer de la liquidité dans une économie, eh bien vous achetez de la dette. C'est ce que fait la Banque fédérale américaine et c'est ce que va faire la Banque centrale européenne. Voilà. Donc si vous voulez la dette, vous voyez, quand vous voyez le mot dette, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas du tout quelque chose de répulsif. On dit la dette est une catastrophe. Non, ce n'est pas une catastrophe. Ce qui est catastrophique, c'est quand effectivement la dette va être à un tel niveau qu'elle demande des taux d'intérêt tels que les États ne peuvent pas rembourser. Alors on considère, si vous voulez, qu'au-delà de 90% de dette sur le PIB, ça commence à être dangereux. Alors si vous regardez la zone euro, c'est à peu près 93% du PIB de la zone euro, donc 93% est le ratio dette sur PIB. Si vous regardez l'Union européenne, on est à 86%. Donc la zone euro, elle est plus endettée que les pays de l'Union européenne. Alors avec des taux absolument faramineux, l'Italie, on est à 134%, l'Espagne, on est à 125%, nous sommes autour de 93%. Donc les pays européens sont très lourdement endettés. Et les pays de la zone euro, malgré tout, commencent à apurer leur dette, mais au prix d'une politique d'austérité. Et cette politique d'austérité, évidemment, pèse sur la croissance. Donc, si vous voulez, vous avez cette articulation, mais j'y reviendrai quand j'aborderai sauver l'euro. Évidemment, il va y avoir une sorte de dilemme, où je rembourse ma dette, ou je ne rembourse pas ma dette, mais en même temps, je remets en cause l'édifice. Alors, donc, cette dette, elle reste très élevée dans la zone euro, même si elle commence à se ralentir. Je rappelle que les États-Unis ont 102% de dette sur PIB. Mais ce n'est pas bien grave, parce que les États-Unis en prêtent à 1%. Et tout le monde veut prêter aux États-Unis. Par contre, pour l'euro, ça va être un peu différent. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous regardez dans la situation aujourd'hui, nous ne sommes pas sortis de l'endettement. Même les Allemands restent encore très lourdement endettés.
Et dans les critères du traité de Maastricht, effectivement, l'idée était que la dette ne devait pas dépasser 60% du PIB. Voilà. Il s'est trouvé, hein, on en verra la raison, il s'est trouvé que les États ont préféré s'endetter plutôt que de faire des réformes. Et donc à partir de là, on a eu une accumulation de dettes qui, évidemment, a accentué le phénomène de crise. Alors toujours dans nos chiffres à regarder, il y a un autre indicateur important, c'est le déficit budgétaire. Voilà. Et la dette est liée aussi au déficit budgétaire. C'est-à-dire que si les États dépensent trop, soit ils augmentent les impôts, soit ils s'endettent. Et en fait, le déficit budgétaire en Europe est très élevé, mais il commence à baisser. En fait, c'est la seule bonne nouvelle. Voilà. La seule bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que sur les 18 États de la zone euro, 10 ont un déficit inférieur à 3%. Donc on a un ralentissement du déficit budgétaire. Donc ça veut dire que les États européens commencent à moins dépenser et à ajuster leurs recettes à leurs dépenses. Alors il y a un premier de la classe, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, c'est 0% l'année prochaine. L'Allemagne n'a plus de déficit budgétaire. C'est terminé pour les Allemands. Mais on verra que ce n'est pas forcément positif. Les Français, eux, ont 3,8% de déficit budgétaire et les Espagnols commencent à réduire leur déficit budgétaire, comme les Portugais. Alors comment on réduit le déficit budgétaire? Soit par l'endettement, mais là maintenant c'est plus possible, soit par la croissance. Mais il n'y a pas de croissance. Donc les budgets ont évolué vers l'équilibre par des politiques drastiques d'austérité. Ce qui fait que la réduction du déficit budgétaire est passée par l'augmentation du chômage et effectivement le sacrifice de la croissance. C'est ça qui est, quand on regarde les chiffres, par exemple, le déficit budgétaire de l'Espagne a baissé de 5%, c'est considérable, mais au prix d'une austérité absolument drastique. Même chose pour les Grecs, même chose pour les Portugais. Ce qui a permis à ces pays de revenir sur les marchés internationaux, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc quand vous regardez, vous voyez, dans les différents indicateurs de la zone euro, le déficit budgétaire, la croissance, la dette, vous voyez que les nouvelles, en fait, elles sont mitigées. On renoue avec la croissance 1%, mais ce n'est pas suffisant. On est encore dans une zone extrêmement endettée, et la réduction des déficits budgétaires, en fait, c'est fait au prix d'une croissance extrêmement faible et au prix d'une austérité. Troisième et dernier, toujours dernier chiffre, après je ferai une conclusion, c'est effectivement le taux d'inflation. Alors le taux d'inflation idéal, c'est 2%. Voilà, ça c'est le taux d'inflation idéal. L'inflation dans une économie, en fait, il faut bien voir que dans une économie, les économies reposent sur les anticipations, c'est-à-dire comment vous allez vous projeter dans l'avenir. Si vous prévoyez que les prix vont augmenter, vous achetez. C'est-à-dire que l'inflation est un élément dynamique de la consommation. Donc on calcule qu'une inflation raisonnable, pour ne pas revenir au taux d'inflation tout à fait très élevé des années 70, c'est autour de 2%. On en verra la cause, la zone euro a un taux d'inflation de 0,5. Ce qui veut dire que si vous n'avez quasiment pas d'inflation, le poids de la dette, le coût de la dette augmente. Puisque plus il y a une augmentation des prix, plus le poids de la dette diminue. Donc quand vous êtes endetté, vous avez intérêt à avoir beaucoup d'inflation, parce qu'effectivement, l'inflation allège le poids de votre dette. Mais si vous êtes à une inflation qui est très faible, à ce moment-là, vous êtes pris dans une tenaille. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour les pays de la zone euro. Donc c'est pour ça que l'enjeu de la déflation est absolument capital, parce que s'il n'y a pas de retour de l'inflation, en fait le poids de la dette de la zone euro va devenir insupportable pour les économies européennes. Voilà un peu le... Alors, on en parlera, les Japonais, eux, veulent de l'inflation pour alléger le poids de leur dette. C'est pour ça qu'il y a une relance, monétaire au Japon. Alors, conclusion, donc vous voyez, ces indicateurs montrent qu'on est un peu sorti de la récession, mais ce n'est pas franchement extraordinaire hein, quand on regarde. Plus inquiétant,
plus inquiétant, je terminerai cette partie là-dessus, c'est la perte d'attractivité de l'Europe. Alors, il y a un indicateur qui est tout à fait intéressant, c'est ce qu'on appelle les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Investissements directs étrangers, en gros, si vous êtes une zone attractive, on vient chez vous pour investir. Voilà. Si vous n'êtes pas une zone attractive, on sort et on va investir ailleurs. Alors, si on fait un chiffre, il y a à peu près dans le monde 1450 milliards par an d'investissements directs étrangers. En fait, les pays industrialisés ne comptent que pour 30% des IDE, alors qu'ils étaient pour la moitié des investissements directs étrangers avant la crise. Et que c'est la zone Asie-Pacifique qui se taille la part du lion. Et là, on voit un rattrapage très net de la Chine. Les États-Unis restent encore prépondérants, mais la Chine capte la majorité des investissements directs étrangers. Dans ce tableau, la France a perdu 23% d'investissements directs étrangers. Plus grave, les entreprises que l'on appelle du CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grandes entreprises françaises, celles qui sont cotées à la Bourse de Paris, en fait, ont pour la première fois réduit leur investissement de 5%. Ça veut dire qu'elles n'investissent plus en France. Et quand on regarde, on en parlait ce matin, 2/3 des salariés des entreprises du CAC 40 ne sont plus français. Donc on a, vous voyez, quand vous regardez ce tableau, c'est-à-dire derrière ces chiffres de dette, de déficit, on a une perte d'attractivité très forte de l'Europe, de la zone euro et de la France en particulier. Et ça, c'est une grande différence avec l'Allemagne. Il n'existe pas en France l'équivalent de ce que les Allemands appellent le Mittelstand, c'est-à-dire une articulation entre des grandes entreprises et des grosses PME, c'est-à-dire des sous-traitants. En fait, les grandes entreprises françaises sont, pour la plupart du temps, font leur chiffre d'affaires, emploient leurs salariés en dehors de la France. Elles ne jouent plus de rôle d'entraînement. Ça, c'est un vrai problème pour l'avenir de l'économie, pour l'avenir de l'économie française. Voilà. Donc, je ne vais pas encore assombrir le tableau, mais vous voyez que, est-ce que la crise est finie? En fait, elle n'est pas vraiment finie sur le plan économique. Mais peut-être qu'elle commence à se terminer sur le plan institutionnel, et c'est là où je vais aborder le deuxième thème, c'est-à-dire que le sauvetage de l'euro a permis l'émergence d'un pouvoir économique en Europe autour de la Banque centrale européenne. Et ça, c'est peut-être un des grands atouts de la crise en Europe, c'est effectivement que l'Europe commence à se doter d'institutions solides qui vont effectivement piloter la politique économique dans l'avenir. Et donc, je vais aborder maintenant le deuxième point, c'est-à-dire donc la manière dont les Européens ont sauvé l'euro. Et dans le sauvetage de l'euro, en fait, ils ont donné un rôle tout à fait capital à la Banque centrale européenne. Alors bon, je pense que tout le monde connaît l'euro, hein, je ne veux pas, mais je vais simplement peut-être rappeler deux, trois éléments. Alors, premier élément à retenir, l'euro, c'est la dernière frontière. Voilà, c'est la dernière frontière. Si vous voulez, quand les Européens se sont constitués leur zone, leur union, en fait, il y avait trois frontières majeures. Les droits de douane, ça c'est le traité de Rome, et les droits de douane, en fait, les droits de douane sont en partie éliminés entre 68 et 70. Deuxième frontière, c'est ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est-à-dire tout ce qui empêche un produit d'être exporté pour des raisons de sécurité, raisons sanitaires, raisons de normes. Et je rappelle à ce propos que c'est tout l'enjeu de la négociation entre les Européens et les États-Unis. Est-ce que nous allons manger du poulet américain, un peu aux hormones, hein, est-ce qu'on va pouvoir exporter nos services? Donc ce n'est pas une affaire de droit de douane, il n'y a quasiment plus de droit de douane, hein. Il y a à peu près 2-3% de droit de douane, ce n'est plus le problème, mais ce sont les barrières non tarifaires. Les Européens éliminent les barrières non tarifaires en 1985 avec l'acte unique européen, et qui va constituer le grand marché de 1992. Donc les produits à l'intérieur de l'Europe circulent et il y a une harmonisation des normes.
Mais restait une dernière frontière qui était la frontière monétaire. C'est-à-dire que les différences de taux de change étaient un obstacle à la libre circulation des produits. Même si en Europe, depuis 1979, il y avait un SME, un système monétaire européen, celui-ci était fragile, attaqué, et en 1993, les devises européennes fluctuaient autour de 15%. Donc les Européens décident de constituer une monnaie unique pour éliminer la dernière frontière. C'est ça l'idée, si vous voulez, c'est ça l'idée de l'euro. Alors je passe sur les détails qui sont techniques. Et les Européens, l'euro va avoir deux définitions contradictoires. Un, ils vont faire de l'euro une discipline. Et en même temps, l'euro va être la porte ouverte à toutes les dérives. C'est toute la contradiction de l'euro. Alors c'est une discipline parce que les pays qui rentrent dans la zone euro doivent avoir des critères. Ce sont les critères de Maastricht. Et dans ces critères, leur dette ne doit pas être supérieure à 60% du PIB, ils doivent avoir un déficit budgétaire qui ne dépasse pas 3%, le taux d'inflation ne doit pas être supérieur à plus 1,5% par rapport aux trois taux les plus bas. Donc il y a des critères qui sont des critères rigoureux pour rentrer dans la zone euro. Mais ces critères reposent sur l'autodiscipline des États. C'est tout le problème. Il n'existe pas, si on prend un peu une image, de maître d'école. Car ni les Allemands, ni les Français, et les Européens ne voulaient pas faire le saut fédéral, car une monnaie unique implique une banque centrale, implique une politique fiscale, une fiscalité commune, implique un droit du travail commun. Et ça, c'est la théorie de Mundell, c'est-à-dire que quand le facteur travail ne peut pas librement circuler, une zone ne peut pas circuler, parce que vous allez avoir des zones avec un taux de chômage très élevé, où le facteur travail ne peut pas circuler compte tenu de la différence des droits sociaux et des droits du travail. Et ça implique, évidemment, une politique commune sur le plan du budget. Or, les États européens ont voulu garder leur budget, leur fiscalité et garder leur souveraineté économique. Ce qui fait que quand on a créé l'euro, cet euro a reposé sur l'autodiscipline de chacun. Sans qu'il y ait une autorité commune, car la Banque Centrale Européenne avait comme mandat simplement de faire en sorte que les prix en Europe ne dépassent pas 2%. En aucun cas, la Banque Centrale Européenne avait comme objectif de soutenir la croissance, de s'occuper de la croissance. Alors si vous regardez la Fed aux États-Unis, non seulement la Fed surveille l'inflation, mais en plus, elle doit soutenir la croissance et elle doit contribuer au plein emploi. Ça, c'était... La Banque Centrale Européenne n'avait pas ce mandat. Et elle n'avait qu'une seule arme, les taux d'intérêt. Alors évidemment, très vite, le système a dérapé. Voilà, très vite le système a dérapé, et c'est là où il y a la deuxième ambiguïté de l'euro, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Alors, l'euro est créé en 1997, on a la fixité des taux de change. En 1999, la Banque Centrale Européenne, c'est 98, et puis nous l'avons dans notre poche en 2002. Mais, en 2000, il va y avoir une politique de liquidité abondante de la Fédérale Réserve aux États-Unis. C'est l'éclatement de la bulle Internet, on baisse les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt sont très bas dans le monde entier. Ce qui va rendre l'endettement extrêmement facile. Ce qui fait que les pays de la zone euro vont s'endetter parce que les taux d'intérêt dans le monde sont bas. L'autre point, c'est que très vite, l'euro va être considéré comme une monnaie sûre. Vous avez dans le monde, et l'euro avait l'ambition de concurrencer le dollar comme monnaie de réserve. Le cours d'introduction, c'était 80 cents d'euros pour 1 dollar. Mais très vite, l'euro a dépassé le dollar. 1,20, 1,18, 1,20, aujourd'hui on est à 1,34, 1,35. Ce qui fait que l'euro est très rémunérateur. Vous achetez une dette en euros, certes, il n'y a pas un grand taux d'intérêt, mais vous ne perdez pas de valeur puisque le cours de l'euro monte. Tous les pays de la zone euro se sont endettés.
Et les marchés financiers n'ont pas fait la différence de savoir si c'était de l'euro grec, ou de l'euro espagnol, ou de l'euro allemand. Ce qui fait qu'à partir de 2003, la France, l'Allemagne dérapent, s'endettent. Et tous les pays européens vont s'endetter. Ce qui fait que quand la crise des subprimes arrive, la zone euro a largement dépassé la barre des 60% de dette sur le PIB. C'est ça, vous voyez, le point important. Et donc l'euro, c'est à la fois une autodiscipline, mais c'est en même temps la porte ouverte à tous les excès, puisque la valeur de l'euro, en fait, permet à des économies non viables d'emprunter au même taux que des économies fortes. Les Grecs empruntaient au même taux que les Allemands, puisque les marchés n'ont pas fait la distinction entre les deux. C'est après qu'ils vont faire la distinction. Parce que vous voyez, c'est ça qui est un des éléments. Alors, à l'époque, le gouvernement français, lui, va considérablement s'endetter, pour une raison simple, ça permet d'éviter de faire des réformes. C'est-à-dire que la dette permet d'éviter de faire des réformes, et donc on a cette accumulation de dette. En 2005, à partir de 2005-2007, en fait, la France est venue vers les 70% de dette sur le PIB. Alors arrive évidemment la crise. Alors, je ne vais pas refaire le scénario que vous connaissez. La crise de l'euro, qu'est-ce que c'est? C'est une crise de confiance. Voilà. Si on voulait prendre un mot, la crise de l'euro, c'est une crise de confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on commence à percevoir que des États qui ont emprunté en euros ne vont plus rembourser. Et ça commence par la crise grecque. Alors l'enchaînement, c'est 2008, on a la crise financière qui amène une crise économique en 2009, vous vous souvenez, aux États-Unis. Les États européens vont encore plus s'endetter pour relancer leurs économies. Et en novembre 2009, la Grèce annonce qu'elle est en cessation de paiement. Et à ce moment-là, il y a un mouvement de panique. Parce qu'on commence à s'apercevoir que beaucoup d'États européens peuvent être dans la situation grecque. Ce qui fait qu'il y a une crise des dettes souveraines. Et cette crise des dettes souveraines se transforme en une crise de l'euro. C'est paradoxal parce que la valeur de l'euro ne baisse pas. Vous voyez, parce qu'on pourrait dire qu'il y a crise, à ce moment-là, l'euro vaut 50 cents. Mais la valeur de l'euro reste. Pourquoi? Parce qu'on fait le pari que les pays du Sud quitteront la zone euro, que les pays du Nord garderont l'euro et que celui-ci va s'envoler. Donc les marchés ont joué la spéculation contre l'euro. C'était ça le calcul. Le calcul était de dire, on sort l'Espagne, le Portugal, on sort la Grèce, on fait une zone euro d'Europe du Nord, la France, on verra ce qu'elle fait, peut-être qu'elle sortira elle aussi, et à ce moment-là, en fait, on va avoir une montée très importante de la valeur de l'euro. Donc, le danger était la cassure de la zone euro en deux. Voilà. C'est ça le principal, vous voyez, le principal danger. Avec effectivement une dérive européenne et un chaos financier. Autre élément, ces pays qui ont contracté une dette, s'ils retrouvent leur monnaie, vous imaginez le poids de la dette qui est libellée en euros. Parce que la pesetas espagnole sera 30-40% moins élevée. Donc c'est là où les pays européens décident, à partir de mai 2010, en fait, de sauver l'euro. Cette décision, vous voyez, l'argument, c'est effectivement de sauver la zone euro, non pas par amour de l'euro, mais tout simplement pour garder la cohérence. Alors, le sauvetage de l'euro est passé par plusieurs étapes, et c'est dans ces étapes que la Banque Centrale Européenne, effectivement, va émerger comme institution. Alors, ça commence en mai 2010. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les étapes, ça serait fastidieux. Mais dans la panique, on va bricoler une solution. Voilà. Le bricolage, c'est le Fonds européen de solidarité financière. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ne peuvent plus rembourser. Les marchés veulent bien les financer, mais à des taux d'intérêt de 25%. 27% pour les Grecs. Donc ils sont asphyxiés. Alors l'asphyxie, c'est qu'ils ne peuvent plus payer les fonctionnaires, ils ne peuvent plus payer leur pétrole, ils ne peuvent plus rien payer. Donc on crée une sorte de FMI européen où les pays qui sont en cessation de paiement vont pouvoir avoir d'argent.
Mais il n'y a pas de mécanisme de solidarité, puisque le traité de Lisbonne interdit à un pays de la zone euro, en fait, de soutenir, de prendre à sa charge les engagements d'un autre pays. Donc on crée une sorte de fonds périphérique qui permet de financer. En contrepartie, austérité. Donc il y a un couple, on vous finance, mais vous réduisez vos dépenses. Et c'est l'austérité. Et l'austérité, c'est trois choses. Un, baisse des salaires. C'est pour ça qu'en France, il n'y a pas eu d'austérité, parce qu'on n'a pas baissé les salaires. Les Espagnols, c'est 3% par an de baisse des salaires. On baisse les salaires. On baisse les dépenses de l'État. Et on augmente les impôts. C'est ça l'austérité. Vous voyez, en France, on a échappé pour le moment à l'austérité. Même si les salaires ont été modérés, il n'y a pas eu de baisse de 15% dans la fonction publique, par exemple. Austérité. Le problème, c'est que tous les pays européens, même ceux qui ne sont pas dans la zone euro comme l'Angleterre, vont prendre des mesures d'austérité, ce qui va évidemment avoir un effet dépressif sur la croissance. Cet effet dépressif sur la croissance fait que les marchés continuent de parier sur l'éclatement de la zone euro. Ce n'est pas suffisant. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que la crise, on est en mai 2010, en 2011-2012, on est en plein dans la crise parce que tout le monde considère que ce n'est pas tenable. D'abord, le fonds n'a pas la possibilité, n'a pas suffisamment de capitaux, et l'austérité en Europe va conduire des pays à sortir de la zone euro. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans une difficulté économique, la solution, c'est la dévaluation. Mais comme les pays appartiennent à une même monnaie, ils ne peuvent pas dévaluer. La seule dévaluation permise, c'est ce qu'on appelle la dévaluation interne, c'est-à-dire la baisse du coût du travail. D'où le pacte de responsabilité français. Vous voyez, le pacte de responsabilité français, il s'inscrit dans cette logique de dévaluation interne, c'est-à-dire d'allègement du coût du travail. C'est ça puisque dans une zone où on ne peut pas dévaluer sa monnaie, c'est-à-dire avoir un gain de compétitivité par une monnaie faible, eh bien, il faut dévaluer, en fait, le coût du travail. Les marchés n'y croient pas. Et en 2012, en juillet 2012, c'est là, 28 juillet 2012, et puis après en octobre 2012, la Banque Centrale Européenne va, en quelque sorte, faire une sorte de coup d'État. Elle dit, même si je n'ai pas le droit, je financerai tous les pays qui en ont besoin. Voilà. Et donc la Banque Centrale Européenne va ouvrir une ligne de crédit illimitée à tous les pays qui en ont besoin. Mario Draghi est président de la Banque Centrale Européenne. La phrase anglaise est très célèbre, je ne prononcerai pas. Mais quel qu'en soit le prix, on soutiendra l'euro. Et comment la Banque Centrale soutient l'euro? Par un achat massif d'obligations. Toutes les banques qui ont des dettes, elles les portent à la Banque Centrale, on leur donne de l'argent. Et on ne s'occupe pas de savoir si les dettes sont viables ou non. On rachète massivement. C'est ce qu'a fait la Fed. À partir de là, sans qu'il soit besoin d'intervenir, en fait, il y a une détente sur les marchés. C'est-à-dire que tout d'un coup, par cette phrase, en 2012, en fait, on comprend que la zone euro n'éclatera pas. Et c'est à partir de cette date que la crise commence un peu à s'atténuer. Et que les taux d'intérêt vont baisser. Voilà. Ça, c'est une donnée importante. Et Mario Draghi, en fait, renoue avec la tradition des banques centrales. C'est-à-dire qu'une banque centrale, elle a la capacité d'être ce qu'on appelle prêteuse en dernier ressort. Voilà, en dernier ressort. Ce que ne pouvait pas faire la Banque Centrale Européenne, ce que peuvent faire les autres, mais elle va s'octroyer le droit de garantir les dettes de l'ensemble des pays. En contrepartie, évidemment, d'un programme d'assainissement. Donc, on a un processus de détente. Et c'est là où on passe à la dimension institutionnelle. Les pays européens vont conclure un pacte budgétaire, c'est ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire jurer qu'ils réduiront leur déficit. Et surtout, on crée deux autres éléments, l'union bancaire. Et l'union bancaire commence à fonctionner depuis mars 2014, c'est-à-dire qu'on va faire passer l'ensemble des banques
sous l'autorité de la Banque Centrale Européenne. Alors pourquoi? Tout simplement le fait que si une banque fait faillite, ce n'est pas à l'État en fait, de payer pour cette banque. Donc on coupe le cordon entre la faillite d'une banque et la dette de l'État. C'est la Banque Centrale Européenne qui prendra en charge la banque qui fait faillite. Et surtout, on fera payer les actionnaires. C'est ce qui s'est passé à Chypre. C'est-à-dire que les contribuables ne sont plus responsables de la faillite des banques. Ça, c'est l'union bancaire. L'union bancaire qui commence à prendre effet. Et puis, dernière mesure importante, c'est un contrôle, ce qu'on appelle le two-pack, c'est un contrôle accru de la Commission sur les budgets européens. Voilà, de dire aux pays membres de la zone euro, vous faites des efforts, c'est bien, mais on surveille. Donc, 6 mois avant le vote d'un budget par les parlements, la Commission européenne donne un avis sur à peu près une dizaine de critères. Donne une note de 1 à 5. Et puis après, le budget est voté, et la Commission regarde si effectivement les mesures ont été prises. Évidemment, ça remet en cause la souveraineté budgétaire des États. Mais c'est la solution pour que la confiance revienne dans la zone euro, et c'est la solution évidemment pour que les pays puissent revenir sur les marchés et que la zone euro s'assainisse. Donc en fait, si on regarde ce qui s'est passé dans les 4 dernières années, on a un pilote, la Banque Centrale Européenne, on a des mesures qu'on pourrait appeler de fédéralisme économique, union bancaire et contrôle de la Commission. Donc ça, ce sont des données tout à fait positives. Et on a aussi, effectivement, une prise de conscience et la progression de l'assainissement des comptes de l'ensemble des pays. Mais on n'est pas sorti, car ceci va provoquer un danger déflationniste. Et c'est là qu'on va aborder dans la 3e partie, là je serai assez bref, puisque c'est en ce moment, c'est le danger de la déflation. Donc vous voyez, est-ce qu'on est sorti de la crise? On peut dire un peu, parce qu'on commence à avoir un embryon de gouvernement, on commence à avoir, vous voyez, une banque centrale qui joue son rôle, mais on n'est pas tout à fait sorti, puisqu'il y a un danger de déflation. Alors je reviens sur la déflation, c'est la baisse des prix. Voilà. La déflation et la baisse des prix. C'est-à-dire que soit vous avez l'inflation, c'est-à-dire que vous anticipez une hausse des prix, soit au contraire, vous considérez que les prix vont baisser. Donc à partir de là, vous n'achetez pas, vous ne consommez pas. Si vous ne consommez pas, les investissements des entreprises baissent. Si les investissements baissent, les entreprises licencient, elles baissent les salaires, et vous rentrez dans la récession. La déflation, elle est absolument mortifère. Une banque peut relancer l'économie en injectant de la liquidité. À un moment donné, c'est la fameuse trappe à liquidité de Keynes, vous avez beau injecter des milliards, s'il n'y a pas la confiance, s'il y a une anticipation de baisse des prix, cette liquidité ne rentre pas dans le circuit économique. Alors, on n'en est pas là, mais on n'en est pas loin. Voilà. Et donc, il y a une tension qui est une tension déflationniste. Alors, c'est là où la Banque Centrale Européenne a pris des mesures très originales. Et c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne a contribué, vous voyez, à sauver l'euro, et qu'elle a maintenant les armes pour lutter contre la déflation. Et donc, ce sont des mesures qui ont été prises en juin 2014, dans une réunion, en fait, de la Banque Centrale, qui a pris des mesures assez originales, en fait, en copiant un peu ce qui se passe aux États-Unis. Si vous regardez aux États-Unis, en fait, la Fed va soutenir l'économie par des rachats d'obligations. Et je rappelle que c'est 85 milliards d'obligations par mois qui sont achetées par la Fed. Et on a ce qu'on appelle la monétisation de la dette, c'est-à-dire que ceci contribue à de la création monétaire. Donc les banques ont des dettes, elles les portent à la Fed leur donne des liquidités. Et ces liquidités sont placées et investies. Voilà, c'est comme ça que les États-Unis... Alors, je ne sais pas si vous... Enfin, peut-être pas trop, mais là en ce moment il y a un débat, puisque les États-Unis sont à 6,1% de chômage.
Or, la Fed considère qu'à 6%, on peut ralentir le programme de rachat. C'est ce que la Fed avait fait en mars 2014. Qu'est-ce qui s'est passé? Panique sur les bourses des pays émergents. C'est là où on voit que l'économie elle est complètement interdépendante, c'est-à-dire qu'on a cru à une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Les liquidités placées en Chine, en Inde, dans les pays qu'on appelle les BRICS, ont quitté ces pays pour se placer aux États-Unis, considérant que cela allait fragiliser en fait les pays émergents. Donc on est revenu. Aujourd'hui, Janet Yellen, qui est la présidente de la Fed, annonce qu'elle ne va pas bouger, même si les États-Unis créent de l'emploi. En fait, pour le moment, le programme de rachat continue. Donc c'est un élément, vous voyez, d'extrême fragilité. En fait, les Européens vont faire la même chose. Ils vont racheter massivement de la dette. Alors, la BCE, elle va prendre une mesure originale, moins 0,15, c'est-à-dire des taux d'intérêt négatifs. Alors, en disant aux banques, vous avez de l'argent, il y a énormément de liquidités. Mais ces liquidités, vous ne les placez pas dans des entreprises. Donc si vous les placez chez moi, ça vous coûtera de l'argent. Deuxième élément, on ouvre une ligne de crédit quasi illimitée pour financer. Et notamment les banques ou les pays qui en ont besoin. Beaucoup plus original, et ça c'est très très original, c'est que la Banque Centrale Européenne, en fait, quand une banque prête, elle court un risque. Vous êtes un entrepreneur, vous empruntez, la banque court le risque qu'elle ne soit pas remboursée. Donc c'est pour ça qu'à un taux d'inflation très bas, une croissance molle, personne ne prête. Donc la BCE dit très bien, vous ne voulez pas prêter, c'est moi qui assume le risque. Donc les prêts des banques aux entreprises vont être titrisés. Alors le mot fait peur, c'est-à-dire transformés en titres, comme les subprimes. Et la Banque Centrale Européenne les achète. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne va assumer le risque qui aurait dû être assumé par les banques. Ça, c'est très original. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, ça date de 3 semaines, mais ça, c'est un point de vue original, c'est-à-dire d'assumer le risque que normalement les banques devraient assumer. Et à ce moment-là, avec l'idée que ces liquidités puissent se placer, notamment dans les PME, puissent se placer, vous voyez, dans des entreprises, c'est-à-dire d'irriguer, de faire en sorte qu'il y ait un lien entre la création de monnaie et l'investissement. Le grand problème en Europe, c'est qu'il n'y a pas ce lien. Il y a des liquidités qui se placent, mais qui ne sont pas réinjectées, en fait, dans le circuit économique. Donc c'est là où la Banque Centrale Européenne, en fait, essaye d'avoir à trouver cette astuce, enfin du moins cet élément, d'assumer à la place des banques une partie du risque. Alors évidemment, il y a un danger. C'est que la Banque Centrale Européenne se retrouve avec des monceaux de dettes qui ne sont pas solvables. L'autre danger, c'est que c'est très alléchant. C'est un effet d'aubaine. Et comme les pays, j'en parlais tout à l'heure, les pays émergents placent des liquidités en Europe, les dettes de la zone euro commencent à être extrêmement valorisées. Ce qui fait qu'il y a un afflux massif de liquidités sur les dettes de la zone euro. Ce qui fait que les pays, de nouveau, commencent à s'endetter. Ça explique le 90%, le 93%. C'est-à-dire que l'abondance de liquidités dans la zone euro fait que les pays continuent à s'endetter. Et les banques des différents États achètent massivement la dette de leur propre État. Donc, alors quand on regarde un peu la presse économique, beaucoup d'articles soulignent le danger d'une bulle obligataire. Et cette bulle obligataire, elle peut déterminer une bulle immobilière, comme c'était le cas à Londres. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, crainte d'une bulle immobilière en Allemagne. Et ça, c'est un phénomène nouveau, parce que l'immobilier en Allemagne est un immobilier très bon marché. Les Allemands n'ont pas été victimes de la spéculation immobilière, mais l'abondance de ces liquidités commence à se placer sur le marché immobilier allemand, Autriche et Allemagne. Et on commence à avoir un début de bulle immobilière en Allemagne, ce qui contribue à la déstabilisation
et effectivement au danger de nouveau d'une bulle. Donc c'est pour ça que, est-ce qu'on est sorti de la crise? Pas tout à fait. Il faut contrôler effectivement l'accumulation et les dangers de cette bulle sur le marché obligataire. Alors, si on fait un peu une conclusion, puis après on ouvrira la discussion, l'avenir. Alors là, maintenant, il est clair que pour beaucoup d'économistes, il faut utiliser cet argent. Voilà. Il faut utiliser cet argent, c'est-à-dire qu'il faut que cet argent soit réinjecté. Et donc, peut-être qu'il faut ralentir ce qu'on appelle la consolidation budgétaire, sortir de l'austérité, et du reste, le FMI commence à avoir cette idée que l'austérité en Europe a été trop forte. Rienzi en Italie, bah lui, oui, effectivement, lui il veut sortir de l'endettement toutes les dettes qui constituent les infrastructures. Voilà, ça les Allemands. Bon. Donc on rentre dans une politique où on commence à se poser la question que peut-être il faudrait sortir de l'austérité par des politiques, notamment de relance de l'investissement. Donc ça, c'est un débat. Et le consensus, ou du moins on voit un certain nombre de pays qui souhaitent ralentir ce processus de consolidation budgétaire et d'avoir des politiques d'infrastructure de relance. Deuxième élément, c'est un renforcement des institutions. Alors l'union bancaire, elle touche en fait qu'une infime minorité des banques. Il y a 6000 banques en Europe, en fait elle ne touche que les principales banques. Et je lisais qu'il y a en Europe 43 trillions de dollars de capitaux et que l'union bancaire n'en contrôle à peu près que 94 milliards. C'est-à-dire que l'union bancaire, elle est embryonnaire. Et ça, c'est un des projets, c'est-à-dire de renforcer l'union bancaire et de renforcer les institutions fédérales avec une harmonisation des fiscalités et un vrai pilotage économique. Il y a une phrase que vous pouvez trouver dans le Monde de Piketty, celui qui a, en disant il y a une absurdité dans la zone euro, il y a 18 dettes de la zone euro, il n'en faut qu'une. Voilà, c'est-à-dire que c'est un élément absurde, il faut l'unification des dettes, la création des eurobonds et un vrai gouvernement fédéral. Est-ce que les Européens y sont prêts? Ça, c'est un autre problème. Troisième élément, il faut que l'Allemagne joue son rôle. L'Allemagne a une économie qui est tirée par les exportations. Il faut qu'elle se mette à consommer. Ça commence à venir, puisque vous savez qu'en Allemagne, on a instauré un SMIC, un salaire minimum. Il y a effectivement, on commence un peu à augmenter les salaires en Allemagne, mais c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a une relance de la consommation en Allemagne, que l'Allemagne ne dépende pas simplement des exportations, qu'elle joue son rôle de locomotive. Et puis, autre élément, toujours dans cette discussion, cette perspective d'avenir, peut-être qu'il faudrait réfléchir à ce qu'on appelle un peu, on va dire un peu au logiciel européen, qui était très libéral. Alors, moi je ne suis pas, chacun a sa position. Le libéralisme européen a touché un certain nombre de secteurs, c'est-à-dire, dans le libéralisme européen, il y a 3 éléments. 1, la compétitivité passe par le démantèlement de l'État-providence. Ça, c'est quelque chose que les Européens, avec lesquels les Européens ne sont pas d'accord. Donc, en fait, dans l'avenir, est-ce que les gains de compétitivité, est-ce qu'ils doivent passer, en fait, par un démantèlement des États-providence? Ça, c'est une discussion. Deuxième élément, est-ce que le pouvoir économique est-ce que les États doivent perdre la totalité de leur souveraineté économique? Alors, si vous regardez en France, le fameux Montebourg, différent, là aussi, les États européens ne sont pas d'accord, et peut-être qu'il faudrait réfléchir à, de nouveau, une certaine forme de souveraineté économique. Troisième élément, le libéralisme. On négocie le traité transatlantique, qui se fait sans débat. Là, peut-être qu'il y a une réflexion à mener sur le bien fondé du libre-échange et le bien fondé des accords bilatéraux. Voilà, c'est une réflexion. Angela Merkel, je disais dans la presse, va accélérer le processus. Là, c'est un motif de cassure. L'industrie automobile est très en faveur du traité de libre-échange. Ce qui est moins le cas ni des industries culturelles, ni
de l'agroalimentaire. Mais, voyez, ce traité de libre-échange, il n'a pas suscité de débat en Europe. C'est quand même extrêmement important. Là aussi, autre élément, sans doute, peut-être remettre au centre ce qu'on appelle la politique industrielle. Alors, sans revenir au programme Concorde des Français au plan calcul, mais peut-être que les États ont quand même un rôle à jouer dans un renouveau de la politique industrielle. Voilà des questions qui peuvent être effectivement des leviers, de croissance dans la conjoncture aujourd'hui en Europe. Voilà, j'en ai terminé, donc on va passer à la discussion. Vous voyez, c'est pas très gai, mais... Donc si vous avez des questions, des précisions, demandez. Oui. Alors, à votre avis, l'entrée des, enfin, presque, je vais dire presque en masse, c'est peut-être une exagération, des députés de l'extrême droite dans le Parlement. La joue, bien sûr. Oui. Et à votre avis, quel sera l'impact de cette présence pour les années à venir? Alors, ça, il faudra demander à Pascal, mais sans aucun doute que ça diminue le consensus européen sur l'orientation libérale du marché. Ça, c'est très clair. Or, dans le traité de Lisbonne, le Parlement est à égalité avec le Conseil de l'Union européenne. C'est-à-dire c'est un processus de codécision. Vous voyez, quand la loi européenne est prise, la Commission propose, mais il faut qu'elle soit votée dans les mêmes termes par le Conseil de l'Union européenne qui réunit les ministres compétents de l'Union européenne et dans les mêmes termes par le Parlement européen. C'est ce qu'on appelle la codécision. Voilà. Sans doute que ça va être plus compliqué dans ce mécanisme de codécision. Voilà. Sans doute. Et notamment pour le traité transatlantique, sans doute ça va être plus difficile. Et sans doute aussi que les gouvernements vont y regarder à deux fois avant de prendre des mesures, parce que, bon, en France, hein, le FN est à 25% dans les élections européennes. Alors, il n'a pas constitué de groupe parlementaire, hein, mais il y a quand même, dans l'opinion publique française, une majorité de Français qui sont extrêmement détachés de l'Europe. Hein. L'Europe ne fait plus du tout recette. Sans doute parce qu'il y a le sentiment que l'Europe a fait plus de vaincus que de vainqueurs. Voilà. Ça c'est vraiment une donnée très, très importante. Chaque avancée de l'Europe, c'est le démantèlement d'un droit. Il faut sortir de cette logique. Vous voyez la directive Bolkestein, vous voyez les travailleurs. Quand vous allez travailler dans un autre pays européen, quel est le droit social qui s'applique? Est-ce que c'est le pays d'origine ou le pays de destination? Bon, ça a été tout un... bon, ça c'est effectivement un problème. Et la Commission européenne, elle est quand même très orientée vers un consensus libéral. Mise en concurrence des services publics, bon, ça c'est quand même... je pense que ça va compliquer les choses, voilà, me semble-t-il. Parce que c'est Schulz qui est maintenant président du Parlement. Oui. Justement, l'élection de Juncker Oui. ne va pas dans le sens, en tout cas, de ce que Non. tu annonces et de ces possibilités de mener une autre politique. Mais, Bon, j'avais juste une petite question très, très précise. Tu as parlé de la possibilité d'une bulle immobilière en Allemagne, en Autriche. Oui. Mais est-ce que cette bulle immobilière, elle existe aussi pour les autres pays européens? Alors, elle est très cantonnée à ce monde germanique. Alors, elle a existé pour les autres pays européens, bon, l'Espagne, Portugal, mais elle s'est dégonflée. Elle existe à Londres, en Angleterre. Et du reste, Cameron a pris un certain nombre de mesures pour refroidir la bulle immobilière. Et il y a des pays... Alors, en France, on considère que l'immobilier est surévalué de 30% à Paris. Ça, c'est vraiment des études économiques, c'est-à-dire qu'il y a une inflation immobilière, et donc que la bulle doit se dégonfler à un moment donné. Il y a une surévaluation effectivement de l'immobilier. L'Allemagne avait été préservée de cette bulle immobilière, et effectivement les capitaux commencent, là il y avait plusieurs papiers dans la presse, où les Allemands commencent à craindre effectivement l'émergence d'une bulle immobilière. Les Allemands sont des locataires, ils sont très peu propriétaires. Et c'est là où
effectivement, alors il y avait donc toute une série de papiers, alors, il faut lier, acheter. Alors bon, c'est anecdotique, mais il s'est vendu à Vienne un pack, un appartement à plus de 6 millions d'euros à Vienne. Et ça a été à la une de tous les journaux autrichiens parce que c'est nouveau. Bon, c'est très anecdotique, hein, c'est pas... mais tout d'un coup, le sujet commence à apparaître en disant tiens, là, il y a une certaine forme de tension. Et justement, c'est là qui risque que... on n'est pas au prix, les prix de Berlin sont inférieurs, c'est 3 fois inférieur au prix parisien, mais il y a cette notion. Est-ce que tu penses que Matteo Renzi d'une part et Juncker d'autre part, ça va quand même faire là, des tensions? Il négocie, parce que Matteo Renzi, lui, il veut négocier en fait la reprise, sortir de l'austérité. Voilà. Le problème, c'est que l'Italie est à 0,1 de croissance, 135% de dette, un déficit abyssal. L'Italie est le maillon fragile. C'est là qu'est la bombe à retardement. Oui, c'est l'Italie. Ça pètera par l'Italie. Ça pètera par l'Italie. L'Italie est le maillon très très fragile. Portugal est revenu sur les marchés. Portugal, bon, mais l'Italie est le maillon fragile. Parce qu'ils n'ont pas fait de réforme. Et ils n'en font pas. Ils n'en font pas. Mais la France et l'Italie sont deux pays irréformables. Oui. Alors, Hollande, lui, est dans la théorie du passager clandestin. C'est-à-dire, on ne fait rien et on profite des autres. Voilà. Et peut-être que le pari va peut-être réussir. Mais en France, on n'a pas fait de réforme. Les 50 milliards d'allègement du pacte de responsabilité, c'est rien. Rien. Mais regardez les difficultés qu'il y a pour le... C'est une politique qui existe depuis 15 ans. Oui. Tout le règne de Chirac a été un attentisme continuel et un règne de réforme. Oui. Oui, tout à fait. Oui, tu avais une... Oui, c'était plus une remarque plus générale. Ce qui m'a vraiment intéressé dans ton exposé, c'est qu'en fait, tu nous proposais une analyse économique, mais constamment, dans ton analyse économique, il y a la dimension institutionnelle. Oui. Donc il y a d'un côté l'économique, de l'autre le politique. Et l'impression qu'on a, c'est que, et c'est une impression qu'on peut avoir sur toute l'histoire de la construction européenne, c'est que l'économique est constamment en avance sur le politique est en retard, et c'était très flagrant pour la création de l'euro. On crée une monnaie, mais il n'y a pas les instruments politiques pour la piloter. Donc c'est une image que tu as donnée de l'absence d'un pilote. Et finalement, la bonne nouvelle que tu nous proposes, c'est de dire que dans la crise, un bien est sorti du mal. De cette crise de l'euro est sorti ce que tu appelles un pilote, qui est la BCE. Mais la question que je voulais te poser, c'est la BCE. Je comprends ce que tu veux dire. Elle fait des actions de coordination, de mutualisation de la dette. Bon, bien. Mais ça reste un acteur économique. Et donc, pour un propos plus large, c'est un acteur qui n'est pas sous la dépendance des élus de la nation, des élus du peuple, pour employer un vieux langage. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Peut-être que c'est une bonne nouvelle pour la gouvernance économique, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le sens démocratique de tout ça? Alors, pour répondre à ta question, il y avait un dossier spécial dans The Economist sur, en fait, la démocratie. Et vous savez que dans la théorie économique, le développement est lié à la démocratie. Et l'économiste disait, bah oui, mais en Chine, c'est pas une démocratie, ils se développent. Et l'économiste, de manière très ironique, regardez en Europe, nous ne sommes plus dans une démocratie dans l'Union européenne. Parce que toutes les institutions européennes n'ont plus de contrôle démocratique. Et effectivement, c'était un numéro qui était, je crois, de mars-avril, un excellent dossier sur la démocratie dans le monde, en montrant qu'il y a un recul de la démocratie, et qu'effectivement, quand on regarde en Europe, ni la Commission, ni la BCE, ni ces institutions, en fait, n'ont de contrôle démocratique. Mais les économistes en privé, les économistes libéraux, ils se réjouissent de ça. Oui, ils se réjouissent que des institutions expertes, comme la la BCE, absolument, puissent faire du decision making. Oui. Alors, en même temps, si je prends leur argument, le temps de la démocratie n'est pas le temps de l'économie. C'est-à-dire que le temps de la démocratie, c'est une élection tous les 5 ans, des rapports de force. Le temps de l'économie, c'est un quart d'heure.
Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. C'est-à-dire que vous avez 5 minutes pour décider. Là, je vais prendre un exemple. Janet Yellen dit hier, il y a peut-être une bulle spéculative sur Twitter, Facebook. Hop, la bourse, le Dow Jones dévisse. Ce matin, elle dit non, tout va bien. C'est-à-dire, oui, le temps de l'économie n'est plus le temps de la démocratie. Voilà. C'est ça qui est effectivement le danger. Par contre, c'est vrai que quand la BCE a été créée, elle a été complètement indépendante parce que les concepteurs se méfiaient du politique. Voilà. Se méfiaient du politique. Où le politique pouvait intervenir sur les institutions. Et en même temps, c'est important parce que la crédibilité d'une institution économique repose sur sa totale indépendance. Si vous êtes chinois, si vous êtes indien, si vous êtes banquier, voyez, brésilien, etc., que vous vous dites, dans cette zone-là, c'est le politique qui prend la décision, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas. Parce que la parole d'un banquier central, c'est une parole experte. Et c'est pour ça que en même temps, la faiblesse du politique dans le processus a fait qu'on a créé l'euro sans, comme tu l'as dit, avec le principe de l'autodiscipline, donc un vœu pieux, notamment en direction des pays du Sud. Donc c'est absolument hallucinant, il n'y avait aucun moyen, aucune inspection, au sens un peu jacobin à la française, par exemple pour voir que les Grecs falsifiaient leurs comptes nationaux. Oui, non. Pas, oui, et ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Comme les Italiens l'ont fait pour oui. Et nous, on l'a fait un petit peu. Et nous aussi. 97. Nous aussi, 97, on l'a fait. Hein. Voilà, donc c'est... Quand tu peux les chiffres. Oui, ça va. Vous avez mentionné que il est important que l'Allemagne joue son rôle, mais je crois que les autres Européens ont un peu peur que l'Allemagne ait trop de pouvoir. Voulez-vous commenter? C'est-à-dire, oui, elle est triomphante, hein, comme on dit, elle a beaucoup de pouvoir, mais si vous voulez, ce qu'on aimerait, c'est que l'Allemagne soit un petit peu plus solidaire. Voilà. Pas simplement le fait qu'elle nous donne de l'argent, elle nous en donne, mais le fait que le pouvoir d'achat en Allemagne augmente pour que les Allemands, effectivement, consomment. Et consomment des produits européens. Donc, si vous voulez, l'idée, mais ça commence à venir, l'idée, c'est que la politique de Schröder a tellement baissé le coût du travail en Allemagne. Bon, tout le monde connaît les mini-jobs à 400 €. Quand vous regardez le patrimoine des Allemands sont presque les plus pauvres d'Europe. Quand vous regardez combien possède un Allemand par rapport à ce que possède un Français, c'est à peu près la moitié. Donc ça serait bien que les Allemands deviennent un petit peu plus riches et jouent leur rôle de locomotive. Voilà. C'est ça un peu l'idée. Et 0% de déficit budgétaire, c'est pas très bon. Il faudrait qu'ils fassent un peu de déficit pour relancer les autres. Voilà un peu l'idée voilà, que les Allemands... bon, on verra s'ils sont sensibles à ça. Oui. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu le traité transatlantique? Alors, moi, je ne connais pas parce que c'est assez obscur. Si vous voulez, le traité transatlantique, c'est créer une zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, en éliminant les barrières non tarifaires. Et ça joue sur le secteur industriel, le secteur des services, secteur agricole et le secteur culturel. Les Français ont fait sortir le secteur culturel. Le secteur agricole, qu'est-ce que c'est? C'est de faire en sorte que la viande américaine, le poulet, le maïs puissent être exportés en Europe. Parce que l'Europe n'importe pas de produits américains. OGM, hormones, etc. Donc en fait, il y a l'idée de démanteler ces barrières tarifaires en disant, nous, on va créer de la richesse et en contrepartie, on importera des produits européens
qui jusque-là ne peuvent pas être importés aux États-Unis pour des normes sanitaires et des normes techniques. Le fromage, par exemple. Pardon ? Le fromage, par exemple. Le fromage, mais surtout l'automobile. Parce que les normes en matière de sécurité automobile, vous voyez, sont différentes. Donc peut-être que nous, on pourra rouler en Mustang en Europe, et que les Européens pourront acheter, les Américains pourront acheter les voitures. Donc en fait, il y a des chevaux. Voilà. Vous voyez, il y a cette idée que le principal obstacle du commerce international, ce ne sont pas les droits de douane, mais ce sont les barrières non tarifaires. Et on considère que ça va créer énormément de croissance. Alors les Allemands, qui ont une très forte industrie, sont très favorables. Les Français, c'est un pays qui s'est désindustrialisé. C'est un pays de services. Là, je regardais le chiffre. 75% du PIB français, c'est du service. Donc nous, on exporte peu. Ou ce qu'on pourrait exporter, c'est de l'ingénierie. Donc on aimerait bien, par exemple, exporter aux États-Unis le traitement de l'eau, de l'ingénierie en bâtiments et travaux publics, qui jusque-là est très compliqué. Voilà un peu l'enjeu. Donc c'est un grand traité. Alors l'autre point qui fait polémique, c'est que si jamais il y a conflit, ça ne passera pas par les États, mais ça passera par un tribunal d'arbitrage. Et ça, c'est quelque chose auquel les Européens, en fait, sont assez sensibles. C'est-à-dire que le conflit, ce qui se passe dans le monde international, quand vous avez un conflit, en fait, vous avez un tribunal d'arbitrage qui règle le conflit. Mais ça ne passe pas forcément par les cours de justice des États. Alors ça, pour ceux qui sont hostiles au traité transatlantique, en fait, c'est une dépossession de... Donc, par exemple, une entreprise pourrait porter plainte contre l'État français pour refus d'importation, et ça échapperait, en fait, à l'État français n'aurait plus la mainmise, en fait, sur sa souveraineté juridique. Ça, c'est... parce que dans un traité, il y a toujours ce qu'on appelle le règlement des conflits. Et le règlement des conflits, de manière internationale, passe par ce qu'on appelle l'arbitrage. Et cet arbitrage échappe de plus en plus aux États. Donc ça, c'est une inquiétude que les Européens ont. Et puis, il y a évidemment les OGM. Le gaz de schiste. Une compagnie américaine pourrait tout à fait acheter des concessions et demander l'exploitation de gaz de schiste. Voilà. Donc le traité est effectivement en discussion. Les Américains ne sont pas non plus complètement favorables. Le Sénat aux États-Unis traîne les pieds, mais c'est ce projet. Et les États-Unis ont un autre grand projet avec la Chine. C'est pour ça que Kerry est allé en Chine, notamment d'harmonisation, là aussi, des barrières non tarifaires. Il faut remarquer une chose, c'est que le commerce international passe par des accords bilatéraux et non plus par des accords multilatéraux. En fait, c'est l'affaiblissement de ce qu'on appelle l'OMC, l'Organisation du commerce mondial, où on passe de plus en plus par des accords qui sont des accords bilatéraux. Et, ça, c'est... on en parlait, la presse allemande est très hostile. Dans les journaux allemands, on débat du traité transatlantique. Dans la presse française, on en parle très peu. Si on parle de l'exception culturelle, c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà. Alors justement, les Américains ont fait sortir, enfin, les Français ont exigé qu'on sorte effectivement les produits culturels. Mais on ne sait pas très bien quelles sont les données. Ça reste... Mais qu'est-ce qui négocie ça? On a l'impression que... c'est un mandat qui a été donné à la Commission. C'est un mandat. Donc vous avez des mandataires des deux côtés qui négocient. C'est la commission de Bruxelles qui négocie. Oui, qui négocie. Voilà, c'est la commission de Bruxelles qui négocie. Et qui change de nom tous les deux mois pour essayer de cacher leur jeu un petit peu. Oui, ça c'est le soupçon que l'on a. Et au moment des élections européennes, en fait, les partis hostiles à l'Europe ont mis le débat sur la table. On en parlait, le PS en parle très peu, ni l'UMP. En fait, sur les partis europhobes qui ont mis le débat sur la table.
Le Front de gauche n'est pas europhobe. Non. Le Enfin, Front de gauche critique la politique enfin, libérale. il est quand même, il n'est pas europhobe, mais il n'est pas plus très en faveur de l'Europe de Juncker. Ah, c'est sûr. Voilà. Et ça, tu as raison. Oui, il n'est pas... Le Front de gauche, historiquement, il est porté par toute la tradition internationaliste de l'histoire. Mais il ne veut pas de cette Europe. Il n'est pas très favorable à cette Europe. Non. Voilà. Eh bien, c'est l'Europe de Juncker, justement. Oui. Voilà. Oui, c'est un autre aussi. Oui. Oui, c'est ça. Oui, le Juncker. Oui, comment expliquer Juncker et Cameron? Cameron, ils sont libéraux tous les deux, mais Cameron considère que Juncker, c'est la bureaucratie bruxelloise, et Cameron, en fait, Cameron est presque en train de sortir de l'Europe. Enfin, je ne sais pas s'il va sortir de l'Europe, mais il a un pied en dehors de l'Europe. Et en fait, pour lui, Juncker symbolisait la machine bruxelloise, la bureaucratie bruxelloise, l'ensemble de ces règlements contre lesquels Cameron lutte. Après, il y a sans doute des éléments de personne. Je pense que, pour défendre un peu les roast-beef, les Anglais, il faut quand même rappeler qu'en Angleterre, il y a quand même cette tradition qui reste très forte. Cameron a la légitimité du peuple. Oui, il est élu, et il voit Juncker, qui est un simple petit joueur, un technocrate, apparatchik de ce système. Donc les Anglais sont restés finalement plus démocrates que même nous en France par rapport à ça. C'est l'élu du peuple anglais, il représente le peuple anglais, et bon, les Anglais sont restés beaucoup plus... Et ce qui était intéressant, parce qu'on est en 2014, et en 1214, c'était la Grande Charte. Et 8 siècles. Et en fait, les Anglais se posaient la question de savoir s'il fallait une constitution écrite ou non écrite. Parce qu'il n'y a pas de constitution écrite en Angleterre. C'est uniquement en fait un consensus, des conventions, des coutumes. Ce qui fait que le règlement européen est assez contradictoire avec la culture anglaise. Alors il y avait un débat sur la BBC qu'on peut recevoir ici, justement de savoir si l'Angleterre devait ou non adopter une constitution écrite. Et donc il y avait une émission spéciale sur la Grande Charte, où ce sont les barons qui imposent au roi, en fait, la discussion fiscale. Voilà, ça, tu as tout à fait raison sur cette notion importante du débat démocratique en Angleterre. Pour eux, les Anglais, l'Europe n'est pas démocratique. Oui, ça c'est clair. Parce que je pense que nous, en France, on est beaucoup plus inhibés à critiquer l'absence de démocratie de l'Union européenne, parce qu'on a ce rêve qui est tout à fait légitime et que l'on défend, de réconciliation avec l'Allemagne. Donc nous, vu l'histoire continentale, c'est peut-être plus important de continuer le couple franco-allemand, peut-être au détriment de la démocratie. Tandis que les Anglais, ils n'ont pas cette problématique. Les Anglais, ils ont battu les Allemands à chaque fois. Sauf en foot. C'est pas la même. Il y a des questions de perception. Qui dépassent les questions économiques. Qui jouent un rôle. Voilà. Donc, merci de m'avoir. En anglaise Vous aimez les cours ce matin, merci beaucoup. Ça m'a vraiment frappé. Et comment est-ce que ça passe?